Et bonjour à tous. Et bienvenue à tous pour une toute nouvelle vidéo sur un film d'animation. Aujourd'hui, on parle d'un cas un petit peu particulier, vu que, exceptionnellement, on va parler d'un film qui m'a pas forcément beaucoup plu. Mais dont on est obligé de parler parce que c'est un film du studio Ghibli, et donc, vous connaissez très bien le studio Ghibli, on en parle. Les Contes de Terre et Mer, donc, film sorti le 29 juillet 2006 au Japon et le 4 avril 2007 en France. Alors, ce film est la première réalisation de Goro Miyazaki, le fils d'Hayao Miyazaki, qui, à part ces trois productions, ces trois réalisations plutôt, au sein du studio Ghibli, qui sont évidemment Les Contes de Terre et Mer, La Colline au Coquelicot dont on a parlé, et Aya dont on parlera peut-être un jour, mais là, vous le savez très bien, ce film va être complètement incendié hein, parce qu'il le mérite. Euh, Goro n'a pas fait grand-chose d'autre hein, dans sa carrière. À noter peut-être une petite série d'animation en 2014, Ronya, fille de brigand, un animé qui est repris d'un roman éponyme suédois. J'ai pas trouvé beaucoup d'informations sur cette série et je crois jamais l'avoir entendu parler avant de faire cette vidéo. Donc bon, je sais pas si je vais la regarder connaissant le niveau de Goro Miyazaki qui est assez mitigé, on va pas se mentir, alors que Papa Miyazaki a quand même pas mal aidé sur pas mal de ses projets. Faut pas tout faire. Les Contes de Terre et Mer sont tirés du cycle de Terre et Mer, hein, une série de romans nouvelles, parce que c'est pas que des romans voilà, hein, de 200-300 pages, c'est aussi des petites nouvelles qui sont écrites, toutes, par Ursula K. Le Guin, une américaine qui est née en 1929 et qui est décédée assez récemment, en 2018. Elle a écrit toutes ces parties des cycles de Terre et Mer entre 1964 et 2018. Les Contes de Terre et Mer vont reprendre trois des romans, pas les nouvelles plus en détail, mais seulement trois des romans, que sont le premier, troisième et quatrième. Mais si on remet dans l'ordre chronologique des événements, ce ne sont pas les premiers, troisième et quatrième segments de l'histoire, vu que au début et puis un peu entre ces trois parties-là, il y a d'autres choses qui se calent, qui sont donc sous format de nouvelles. Et respectivement, en fait, ce sont les sixième, dixième et onzième parties en fait du récit. Donc ce sont des parties au milieu et plutôt à la fin pour les deux dernières. Alors je ne vais pas revenir dans les détails de quelle partie du film vient de quel élément des romans. Je vous laisse aller découvrir parce que les cycles de Terre et Mer c'est évidemment un univers qui va beaucoup plus loin que ce que le film propose, ce qui est normal en soi et c'est pas une première. La première fois que ça arrive d'un film d'animation adapté d'un ouvrage écrit, que ce soit un manga ou un roman, et sachant que le studio Ghibli a fait plein de fois ça, d'adapter des romans en film d'animation ou des mangas japonais directement. Je pense notamment au Château ambulant, qui est lui d'un roman britannique d'aventure. Oz Moving Castle, bien sûr. Alors, du côté de l'auteur, et on sera plutôt d'accord avec elle finalement dans la critique que j'ai à proposer sur ce film, c'est qu'elle a été extrêmement satisfaite du point de vue des décors et de la façon dont son univers a été représenté d'un point de vue graphique, de comment il a été mis en image et d'un point de vue vraiment de la beauté visuelle. Ursula K. Le Guin, on va l'appeler Ursula, a été épatée par ce travail et vraiment un grand chef-d'œuvre de ce point de vue. Si je vous dis ça, c'est bien sûr qu'il y a un mais. Mais elle est allée assez loin en disant que le scénario, il était un peu en carton. Alors, elle n'a pas pointé du doigt certaines incohérences qu'on va peut-être pointer, qui, j'espère et je crois, ne sont pas présentes, si mes souvenirs sont bons, dans les cycles de Terre et Mer, donc l'histoire originale. On reviendra. Quelles sont ces incohérences exactement plus tard dans la vidéo. Mais c'est plutôt ces thématiques. Comment on aborde, par exemple, le bien et le mal. Où, en fait, Ursula K. Le Guin suggère carrément que on est sur des thématiques très simplistes et vraiment pas bien travaillées dans la complexité qu'elle a voulu l'apprendre. Parce que c'est clair que les thématiques sont peut-être trop simples. Et Goro Miyazaki n'arrive pas vraiment à le reprendre. Patauge un petit peu avec l'univers des cycles de Terre et Mer en croisant avec ce que son père a pu proposer à travers ses films précédents. On retrouve beaucoup de Nausicaa de la vallée du vent et de l'œuvre encore précurseur de ça, Le voyage de Shuna, à travers les cours de Terre et Mer. D'ailleurs, dans le générique, il y a un moment où il y a une référence en fait au voyage de Shuna. On met en référence carrément le voyage de Shuna dans le générique de fin des contes de Terre et Mer.
Parce que Ursula K. Le Guin va quand même dire que mes livres n'offrent pas de réponse si simple à des questions si simplistes. Donc là, on voit que ça critique vraiment des problèmes de fond de l'histoire. Donc comment on aborde finalement ce que l'univers et ce que l'histoire a à nous raconter. Autrement dit, on est sur une mauvaise représentation d'une œuvre écrite. C'est pas une bonne adaptation. Par contre, et c'est ça qui est particulier, c'est que les contes de Terre et Mer, d'un point de vue visuel et même auditif, hein, la musique, moi je suis dedans, hein, l'univers il fait rêver, et ça se ressent en fait dans, je dirais, l'ascenseur émotionnel que j'ai tout de suite ressenti en ayant regardé le film pour la première fois. Où tu pars vraiment sur un gros film d'animation et tu dis voilà, là c'est du Ghibli, ça part bien, il y a de l'action, il va se passer des trucs, monde féerique, monde fantastique, génial, on va s'amuser, ça va être une super histoire, et à la fin, t'es complètement déçu et un peu perdu. Et si t'es observateur, peut-être que ça nécessite de le voir plusieurs fois après avoir digéré la déception, de comprendre en fait, de pointer les incohérences du scénario. Des incohérences du scénario qui ne sont donc pas propres au cycle de Terre et Mer, mais que les contes de Terre et Mer ont inventé toutes seules. C'est assez terrible. Ce qui prouve que Goro Miyazaki a un peu du mal, et que finalement son seul film réussi, La Colline au coquelicot, a été en grande majeure partie écrit par Hayao Miyazaki, en fait. Et que le film qui va reprendre et tenter de relancer sa carrière 9 ans plus tard, c'est Aya la sorcière, qui, on va dire, est encore plus une catastrophe que les contes de Terre et Mer. Donc, pas une carrière très brillante de la part de Goro Miyazaki, mais c'est difficile d'être le fils d'Hayao Miyazaki, on va pas se mentir. On parle du syndrome de l'artiste, où finalement, quand t'es un gars de talent dans un domaine, il est très peu probable que ton fils ou ta fille ait le même talent que toi. Et ça peut les bloquer en fait de voir une telle légende qui est son père ou sa mère, ça marche dans les deux sens. C'est un blocage qui, je dirais, est naturel et ça peut se retrouver dans Goro Miyazaki qui n'arrive pas vraiment à exprimer ce qu'il veut. La Colline au coquelicot, c'est finalement la seule création originale en fait de sa carrière, mais c'est pas lui qui l'a écrit. Alors que les deux autres, c'est lui qui les a écrits en charcutant en fait des œuvres originales qui qui sont donc des romans, une série de romans et de nouvelles américaines et un roman britannique de la même auteur que Le Château ambulant au passage, donc Erwin and Norwich. Parce que comme je le disais, le film il part bien. On est dans un monde un peu fantastique, mystique, avec des mages, des dragons, etc. Une chute programmée, un mal qui s'empare du royaume, et puis il y a un gars qu'on apprend être Arène, le fils du roi, qui va le tuer sans aucune raison apparente, juste avant qu'on nous présente le titre du film, avec une belle musique qui traversera tout le film. Autrement dit, dragon, monde mystique, on reprend un peu des trucs de la Grèce antique, de la Rome antique, de l'Égypte aussi, et peut-être un peu d'Europe. Enfin, il y a beaucoup de décors très différents qui se croisent dans cet univers, ce qui fait un mélange qui est un peu bizarre quand on le dit comme ça, mais qui fonctionne vraiment plutôt bien. Et l'univers est vraiment très beau. Esthétiquement, il y a vraiment une grande chose qui est faite d'un point de vue de la chute et de ce monde qui est un peu en perdition totale, dans un univers qui s'inspire de beaucoup de cultures différentes. Donc finalement, c'est plutôt pas mal, et le visuel est vraiment nickel. Bon, après, c'est un film du studio Ghibli, que le visuel soit nickel comme ça, c'est pas trop étonnant. Pas trop étonnant, plutôt. Pourquoi j'ai fait une liaison bizarre? Peu importe. Donc le film, quand tu vois ce genre d'univers avec un début pareil, où t'as une petite dose de mystère, où tu te dis, mais pourquoi Arène a fait ça en fait? Quel est le sens de son acte? On a envie de savoir, évidemment, et c'est exactement le but du début d'un film, de te montrer quelque chose qui va te faire poser une question pour t'accrocher en fait au film, et te dire, ah ouais, ça me plaît, ça me parle, je me dis, il y a du potentiel. Et c'est là qu'on est déçu. C'est dans la suite des événements. Bon, après, Arène, il se balade, il tombe sur une meute de loups, et il est sauvé par un gars qui s'appelle Épervier. Ils vont jusqu'à Horteville, qui est pas très loin à côté, mais pause. Avant qu'ils arrivent à Horteville, bon, on a Épervier et Arène Arène qui suit Épervier, et Épervier qui a remarqué que Arène était changeant dans son caractère, un peu foufou quand même. On le voit sur son regard et c'est plutôt bien travaillé dans le film, ça c'est pas un problème. Mais quand ils vont passer devant une ferme abandonnée, sachant qu'on a eu il y a quelques minutes, on rappelle la présentation du monde désolé et de la chute, avec les vaches qui meurent de maladie, tout ça, les exodes, tout ça,
Ok, on est déjà dans ce contexte-là. Quelques minutes plus tard, Épervier passe devant une maison, une ferme abandonnée, et dit, bah, il y a encore des fermiers qui sont partis, ça nous étonne pas, voilà, avec toutes ces maladies et tout ça, voilà. Ce qu'il dit, fondamentalement, c'est pas intéressant. Ce qui est intéressant de noter, c'est qu'il dit en fait des choses similaires à ce qu'on a entendu il y a littéralement 10 minutes. Et mon Dieu, que ce genre de passages vont être nombreux dans le film. Et ça, c'est, je dirais, le plus gros point noir d'un film en général, pas forcément d'animation, qui peut avoir, c'est l'ennui de son spectateur. Alors, l'ennui de son spectateur, des fois, c'est pas de ta faute. C'est juste que tu as eu des thématiques trop compliquées et le spectateur n'accroche pas. Et qu'effectivement, t'as un public, des fois, qui ne correspond pas à ton film que tu proposes. Et ça, c'est pas grave. Tu trouveras forcément un public, a priori. Mais le problème, là, c'est que tu répètes des choses. Là, c'est de l'ennui, limite, tu le fais exprès, quoi. On s'ennuie parce qu'on nous répète des choses qu'on sait déjà, en fait. Pas des choses qui sont de notre connaissance générale au-delà du film, hein. Genre on se dit, genre par exemple que l'eau ça mouille, par exemple, je dis un truc complètement con, mais ça par exemple le film n'a pas besoin de nous l'expliquer pour qu'on le sache, mais ça c'est une évidence. Mais là je parle des évidences de l'univers, des choses de base qui sont nécessaires à la compréhension de l'univers. Alors les données c'est utile, il faut les donner, et c'est peut-être à ça que sert l'introduction du film, et justement le passage avant l'apparition du titre du film, c'est à ça que ça sert, et c'est pour ça que pour moi c'est la meilleure séquence du film en fait. C'est qu'on nous présente l'univers, j'ai envie de dire, ok, monde en désolation, maladie, un mal qui s'abat sur le monde, aucun problème. J'ai envie de dire, c'est plutôt cool. C'est un concept qui a déjà été travaillé des milliers de fois, mais mais on s'en fout de ça, c'est pas grave. Mais de nous le répéter, répéter et re-répéter, mais à quoi ça sert? On s'en fout, on a compris. C'est pas. Alors, soit tu provoques l'ennui chez ton spectateur, c'est comme je disais, ou soit tu le prends pour un con. Et ça, c'est pas forcément mieux en soi. Alors vous me direz que cette séquence est peut-être anecdotique, oui, mais je la mets en lumière parce que c'est que la première parmi beaucoup, beaucoup, beaucoup d'autres. Et, et ça, c'est un grave, grave problème. Et quand je dis ça, c'est des répétitions aussi sur l'équilibre de la vie, d'accepter la mort, tout ça. Des concepts qui sont intéressants, qui font partie de la philosophie du film et de ce que le film veut nous enseigner. Alors certes, c'est pas les enseignements du siècle, c'est pas ce que je dis, mais ce qui est dommage, c'est que les enseignements, en fait, on les prend pas parce qu'ils sont trop répétés. Et des fois répétés dans un sens qui est pas tout à fait similaire. Pour faire genre, c'est un peu différent. On modifie un peu les paroles, mais dans le fond, l'idée reste la même. Donc le spectateur, il se fait chier. Et ça, c'est un gros problème. Et c'est un gros handicap à l'univers qui est vraiment super bien. Et moi, c'est ça qui me désole, c'est que l'univers est très bien. Parce que après la séquence, justement, où t'as Épervier devant la ferme avec Arène, voilà, comme je l'ai dit, on arrive à Horteville, monde très bien construit sur sa désolation, mais son activité toujours, l'humanité qui continue à vivre malgré que le monde est en train d'être dans sa chute, détachement de l'humanité avec le reste du monde. C'est un message en fait qui n'est pas dit explicitement, mais on peut le comprendre à travers cette séquence. Et du coup, là, c'est très bien. Et Hayao Miyazaki l'a fait de tellement grand nombre de fois, ce genre de choses, de nous faire comprendre des choses sans nous les dire. C'est l'une des forces du cinéma d'Hayao Miyazaki. Et là, Goro Miyazaki, bah là, dans cette séquence, il a réussi à le faire. Mais le truc, c'est que 20 minutes plus tard, il va nous redire, ouais, le monde, il est en chute parce que il y a l'humanité qui s'est décrochée de la nature, c'est pas bien, tout ça, tout ça. Stop. Ça ne sert à rien de le redire. On n'est pas débile. Et je pense qu'il n'y a rien de plus énervant pour un spectateur de croire qu'on le prend pour un con et de nous répéter des choses qu'on connaît déjà de l'univers vu qu'elles nous l'ont déjà été dites. Et je pense que c'est ça le côté le plus frustrant du film. Et c'est un mal en fait qui est présent dans absolument tout le récit, ce qui fait que vu que ça s'arrête jamais ce genre de répétition, euh, bah au bout d'un moment t'as décroché. Et c'est dommage parce que elle, l'histoire elle continue à avancer derrière ces répétitions. C'est-à-dire que les thématiques principales du film, elles sont exposées dès le début et elles pataugent, et elles avancent pas. Mais l'histoire, elle avance. Finalement, en fait, tous ces changements de séquence entre, voilà, Arène et Épervier à Horteville, puis quand Arène se fait kidnapper, après avoir rencontré Théro pour la première fois, puis quand ils sont dans la ferme, puis après dans le château d'Aranéide, pardon, tous ces changements de lieu et de situation ne nous font aucun effet parce que les thématiques centrales du récit n'évoluent pas. Et les personnages ont l'air juste d'être des petits bouts de carton qui n'interagissent pas avec l'histoire qui avance. En gros, on a les personnages, l'histoire et les thématiques qui sont sur trois chemins différents.
dont le chemin de la thématique, qui reste sur place, qui est dans une impasse totale et qui ne veut pas avancer. Et là, peut-être qu'on comprend le message d'Ursula, en fait, en disant ça, que ces thématiques sont très simplistes. Et ces questions qui sont posées, donc les thématiques sont extrêmement simplistes. Et qu'en voyant le film Les Contes de Terre et Mer sous cet angle, on peut le comprendre facilement. Pourquoi elle dit ça? Deuxième problème du film. Alors, au-delà de ces répétitions, on a des incohérences majeures dans ce récit. Et mon Dieu, qu'elles sont importantes. La première incohérence, c'est le personnage de Teru dans son ensemble. Le personnage de Teru est absolument un désastre. C'est terrible d'écrire un personnage aussi mal. Là où j'ai trouvé Aren et sa dualité avec les bananes et cette histoire un peu... Elle est plutôt intéressante sur la thématique de la vie éternelle, voilà. Qui se fasse séduire un peu par Aranéide et qui se fasse raisonner par Épervier, ça j'ai trouvé intéressant. Épervier qui est assez pragmatique et qui ne veut pas défier Aren, j'ai trouvé pas mal. Thénard est plutôt un personnage secondaire et c'est pas très important. Mais Teru est un personnage important. Mais elle n'a aucun sens. Son modèle d'écriture ne veut rien dire. C'est terrible. Je m'explique. Au début, la première rencontre entre Teru et Aren, bon bah il y a Aren qui fuit quelque chose parce qu'il a eu peur et il tombe sur Teru qui est en train de se faire pourchasser par trois mecs. Des mecs qui sont de la garde d'Aranéide et qu'on recroisera plus tard. Dont le gars, on sait pas son nom en fait lui. Je crois pas que c'est dit. Peut-être que si. Bon, peu importe. Ce gars en costume rouge et doré là. Il poursuit Teru et c'est Aren qui va massacrer la gueule des deux gardes avec son épée qu'il peut pas dégainer. Bon, jusqu'ici tout va bien. Teru réagit mal et l'envoie balader avec une claque sur sa main. Après que Aren se soit un peu calmé dans ses pulsions meurtrières. Teru s'en va avec une femme au loin qui est en fait Thénard. Bon, jusqu'ici, ok, pas de problème. Il n'y a pas d'incohérence parce que c'est le début et la première rencontre et que Teru n'a même pas parlé. Ensuite, Teru, et on continue dans cette cohérence-là, va continuer à faire un peu la gueule à Aren et à se dire mais que c'est une personne mal, pas bien, dans la nouvelle rencontre quand Aren est dans le lit de Thénard, déjà, quand ils se font héberger par Thénard avec l'arrivée d'Épervier, Aren, tout ça, vous connaissez. Et aussi à la séquence où Aren va ramener un bœuf après avoir travaillé avec Épervier dans les champs, dans l'étable, où Teru s'occupe d'un petit agneau, et lui fait encore la gueule pour lui dire qu'il a fait le mal, etc., et que c'est une mauvaise personne. Ensuite, rien. Plus aucune séquence où Teru et Aren sont présents ensemble, sauf juste au moment où Teru va nous chanter une petite chanson, et qu'elle est dans la prairie, et qu'elle nous chante une chanson. Ensuite, les deux, Aren et Teru, sont assis l'un à côté de l'autre, et se parlent, tranquille, pépouze, comme si ça n'était jamais arrivé. Alors, je veux bien que Teru ait changé d'avis et se soit rendu compte que Aren ait changé, mais c'est pas avec une chanson dans un champ que ça a du sens. Le truc, c'est que entre la séquence où elle a littéralement menacé avec un balai, ou un râteau, je sais pas ce que c'est, un outil, on va dire, et cette séquence où elle va chanter une chanson dans un champ, le caractère de Teru a complètement changé. Sur la base de quoi? C'est... Donc Teru, là, dans ce côté-là, est pas cohérente en fait avec les émotions et la haine, peut-être la colère qu'elle a envers Aren au début, et qu'elle disparaît complètement par magie. On ne sait pas pourquoi, c'est peut-être épervier, hein, ceci dit, on ne sait pas. Hein. Ça n'a pas de sens. Plus tard dans le film, lorsque Teru va retrouver l'ombre de Aren, donc les bananes si on veut, qui d'ailleurs est une autre incohérence, vu que l'ombre qui poursuivait Aren était habillée en violet comme sa tenue originale et que lui-même était habillé en bleu, mais que c'est l'ombre qui l'a pourchassé, donc la mauvaise ombre violette, qui va retrouver Teru, alors que ça aurait dû clairement être le gars en bleu. Parce que le bleu, ce serait plutôt le juste, vu que c'est celui qui travaille dans les champs, et violet, c'était celui qui avait tué son père. Je parle en termes de tenue. Donc effectivement, ça aurait dû être l'inverse. Ça aurait dû être le gars violet un peu possédé par Aranéide, le mal, si on veut, le côté mal, dans le lit, avec Aranéide. Pas de sous-entendu bizarre, évidemment. Et Aren, en bleu, plus juste, qui aurait retrouvé Teru. Pour moi, ça aurait été plus logique. Bon, après, peut-être que je suis un peu trop pointilleux, mais bon. Le truc qui est le plus choquant dans cette séquence, c'est que
il va parler avec Teru et va lui dire de remettre son épée, en disant que la personne qu'il voit, c'est juste une ombre qui n'est pas dans son corps. Bon, il arrive à toucher des objets, mais on s'en fout, c'est pas la question. Le plus grave, c'est que Teru va dire « Quelle part donc dans ton cœur ?» En posant la question à Aren, en disant « Quelle part d'ombre dans ton cœur ?» Autrement dit, pour Teru, dans ce sous-entendu, il n'y a pas de mauvaise partie dans Aren. Alors si on revient à leur première rencontre et à ce qui s'est passé dans l'étable il y a littéralement 40 minutes, bah non, en fait, Teru doit se rendre compte qu'en fait Aren est une mauvaise personne dans une certaine partie, évidemment c'est aussi une bonne personne dans une autre partie de lui-même, mais le fait qu'elle pose la question en mode « Ouais, c'est quoi la mauvaise partie ?» Alors soit Teru est complètement amnésique, ce qui est possible, soit Épervier lui a jeté un sort, on ne sait pas comment, parce que Épervier n'a pas l'air d'utiliser tant que ça la magie, soit elle est juste complètement débile, hein. Je sais pas, mais du coup ça décrédibilise de fou le personnage, parce que cette incohérence, en fait, rentre en conflit total avec la Teru qui était au début. Puis après, Teru va retrouver le vrai Aren, va le faire sortir, on va sauver Épervier et tout ce machin, et Épervier et Thénard, et après on va en haut de la tour, Teru se fait étrangler par Aranéide, mais en fait n'est pas morte, parce qu'elle a reçu le don de la vie éternelle alors que c'est interdit de le recevoir. Ça n'a aucun sens, encore une fois. Puis se transforme en dragon et tue Aranéide. Alors que Thénard a suggéré qu'elle était d'origine humaine. On ne comprend rien. Et le truc, c'est que Teru, en fait, de ses mêmes origines et de ses sentiments, de ses émotions qu'elle dégage envers Aren, elle se rentre en contradiction totale. Alors qu'il y a un changement d'attitude parce qu'il y a une séquence particulière qui fait que Aren a prouvé sa valeur auprès de Teru, ça j'aurais dit ok, pas de problème. Mais là, il n'y en a pas. La seule façon dont ça pourrait justifier, que Aren aurait pu justifier sa bonté d'âme auprès de Teru, c'est le fait qu'il ait chialé devant sa chanson dans le film. Non, c'est pas suffisant. Je veux bien qu'on mette des images hors champ, etc., qu'on raconte pas tous les moindres détails de ce qu'ils vont faire pendant leur aventure, qu'il y ait des petites ellipses, quoi, c'est normal, mais pas sur des événements aussi importants. Si on a éclipsé le moment où Teru et Aren se sont réconciliés, ce qui est possible et ce que j'envisage, bah, c'est une erreur gravissime, parce que tu peux pas simplifier en fait une action qui serait le point de tournant majeur de la relation entre les deux personnages les plus importants de l'histoire. Non, ça ne peut pas marcher. Et ensuite que Teru se transforme en dragon, qui ressemble un peu au dragon du début, d'où elle peut être un dragon, d'où elle a le droit de pas mourir, on n'a aucune réponse. Alors certes, les films du studio Ghibli ne donnent pas toujours les réponses à toutes les questions, c'est vrai, mais à un moment, il faut faire un effort. Donc ça, c'est la plus grosse incohérence du film. Teru dans son ensemble. Ensuite, la deuxième incohérence que j'ai notée, après peut-être que j'ai pas très bien compris, mais pour moi c'est une incohérence, mais peut-être que j'ai pas bien compris, c'est Aranéide qui observe en fait pendant un moment, dans une flaque un peu, dans un bassin qu'il a dans son bureau, Aren. Aren qui est face à ce moment-là, face à son ombre maléfique, en te disant « le revoilà ». Puis plus tard, Aranéide va ramasser le vrai Aren en disant au faux Aren, les bananes, de s'écarter, que t'as fini ton boulot, quoi, en gros. Autrement dit, ça veut dire que ça fait au moins depuis la mort du père d'Aren que Aranéide suit Aren, à travers cette espèce de maléfice qu'il lui a lancé. Vous voyez le problème ? Comment Aranéide ne peut pas être au courant qu'Épervier est avec Aren, et comment il ne peut pas être au courant qu'il se situe dans la ferme de Thénard, et qu'elle ait besoin de ses... Enfin, qu'il ait besoin, pardon, ça m'arrive souvent de confondre, qu'il ait besoin d'informations sur où se situe Épervier, ou tout ce machin, alors qu'en fait son but c'est de retrouver simplement Aren. Alors soit il cache bien son jeu, soit il prend tout le monde pour des débiles, ou soit l'histoire a été réfléchie n'importe comment. Moi, il n'y a que ces trois possibilités. Alors que Aranéide soit complètement con, ça je pense pas. C'est quelqu'un de plutôt malin, enfin qui essaye de l'être, mais après, le pouvoir de la vérité de la vie l'emporte, évidemment. Parce que c'est toujours les gentils qui gagnent à la fin.
Moi, je miserais plutôt sur la troisième option, hein, malheureusement. Donc, le film est en proie à deux incohérences majeures, en plus de répétitions très, très, très nombreuses. Malgré tout cela, devant ce film, j'ai pas passé un mauvais moment. Ce film est ficelé un peu n'importe comment dans son histoire, a des thématiques qui pataugent, mais bizarrement, le film est plutôt sympa à regarder. Et ça, c'est grâce à son univers et sa façon dont il a été dessiné. Et surtout qu'il y a certains personnages qui sont plutôt cool, genre Épervier, ou même l'idée de Arène, même s'il en proie aux incohérences à cause de Aranéide et de son inversion de doublure entre le violet et le bleu, euh, ça reste un personnage qui est plutôt intéressant, qui est peut-être pas assez creusé, mais plutôt intéressant. De son côté, Teru est trop incohérente pour en dégager quelque chose de positif, à mon sens. Et Aranéide est juste un méchant qui n'a aucun état d'âme et qui est juste là pour corrompre en fait Arène. De telle manière que quand il essaie de corrompre Arène et de le retourner contre Épervier, quand ils sont dans le lit là, il lui fait boire un liquide qui est peut-être de l'Asia, je sais pas, mais à ce moment-là, le spectateur ne croit pas du tout en fait aux conneries qu'Aranéide est en train de raconter à Arène. Aucun spectateur ne peut croire à ce que Aranéide dit. Pourquoi? Parce que Aranéide a été montré comme le méchant absolu. Il n'y a pas de refus de manichéisme dans ce film du studio Ghibli-là, qui est pourtant quelque chose d'assez important dans l'histoire du studio d'animation japonais Ghibli, bien sûr. Donc ce film pose pas mal de problèmes quand même, et n'est pas suffisant pour être considéré comme un... Et les erreurs sont trop importantes plutôt, pour être considéré comme un bon film d'animation. Pour moi, c'est un film d'animation qui est intéressant à découvrir si vous aimez quand même un peu la fantasy, et que si vous avez envie de terminer votre parcours du studio Ghibli. Parce que c'est vrai que si on enlève tous les films vraiment mauvais à Ghibli, eh ben il en reste quand même une grande majorité à voir. Ah, si on enlève vraiment les mauvais Ghibli, hein, je pense qu'il nous en reste au moins 21, si c'était peut-être 22 sur les 24. Donc bon, ça ne fait pas une grande sélection, hein. Donc c'est dommage, parce que Les Contes de Terre et Mer, c'est vraiment le genre de film qui est bien au début, mais qui s'en mêle tout seul, en fait, et qui a juste un scénario qui est fait n'importe comment, hein, il faut le dire. Donc c'est dommage, parce que pour moi, c'est vraiment un film du studio Ghibli qui est mauvais, mais qui, contrairement à Aya et la sorcière en 2020, n'est pas juste nul, quoi. C'est juste qu'il avait un potentiel mal exploité. Et là où certains films du studio Ghibli n'ont pas réussi forcément à atteindre le niveau que Miyazaki a pu proposer dans ses plus grandes œuvres, il y a quand même une volonté de s'en approcher. Pourtant, les contes de terre et mer, en termes d'histoire et de base de thématiques et de réflexion autour du film, sur la base de la base, on n'est pas si loin de la plupart des films de Miyazaki. Je parlais d'un parallèle avec le premier manga de Miyazaki, enfin son deuxième, pardon, Le Voyage de Shuna. Et c'est vraiment quelque chose d'assez similaire dans ses idées. Donc finalement, pourquoi ça n'a pas marché? Et ben là, c'est une grosse question. Et Les Contes de Terre et Mer est l'exacte illustration, en fait, de manière générale, dans un film, une série d'animation ou un film d'animation, peu importe, que c'est pas qu'une question d'ingrédients, c'est une question de recette. Et que bien sûr, tu peux avoir tous les éléments pour créer un film classique dans ton studio, tels que tellement ont été faits au sein de ce studio, bah ça ne marche pas forcément. Et que finalement, la recette parfaite peut-être a été trouvée par Miyazaki, mais pas dans tous ses films. Parce que si c'était le cas, tous les films de Miyazaki seraient unanimement reconnus comme égaux, ce qui n'est pas le cas, et qu'il y a quand même des films d'Hayao Miyazaki qui sortent du lot par rapport à d'autres. Je prends l'exemple de Totoro qui est clairement en dessous de la plupart des autres. Ou par exemple d'un film comme Kiki la petite sorcière qui ne peut pas être considéré à l'égal d'un Voyage de Chihiro. Pourtant Kiki la petite sorcière est très loin d'être un mauvais film. Mais la recette parfaite, Miyazaki lui-même ne l'a pas atteint tout le temps. Peut-être que Princesse Mononoke ou Le Voyage de Chihiro sont les deux films qui se rapprochent le plus. Les Contes de Terre et Mer, en fait, c'est le genre de film qui ont fait une recette de gâteau avec 800 grammes de farine et 10 millilitres de lait. Vous avez les bons ingrédients, le lait et la farine, et prenez les autres, hein, me faites pas chier, vous avez compris, mais pas les bons dosages. Donc votre gâteau, il pourra techniquement être fait, mais il ressemblera pas vraiment à un gâteau. Ah bah c'est triste, hein, mais c'est comme ça. Et que oui, dans la recette, faut prendre tous les ingrédients, mais faut aussi suivre la marche à suivre. Mais évidemment, pour faire un gâteau, c'est quand même beaucoup plus simple que faire un film d'animation réussi.
que la recette est plus compliquée et pas forcément uniforme. Qu'évidemment, que par exemple, la recette qui a été employée pour faire des films comme Akira ou Ghost in the Shell n'est pas du tout la même que dans Le Voyage de Chihiro, par exemple. Ça, c'est sûr. Il y a des recettes, évidemment, il y en a plusieurs possibilités. Et effectivement, des recettes suivies à la lettre, tellement clichés, bah, ça peut faire des animés classiques, clichés, qui reprennent les bases d'un genre, peut-être trop, et ça peut être même un reproche qu'on peut faire. Parce qu'il faut toujours rajouter une petite pincée d'originalité dans ton œuvre. Parce que par exemple, si tu mets que la recette, tu peux te retrouver avec des œuvres comme Fairy Tail, qui sont très bien, mais pour un genre précis. Et que finalement, si tu veux un peu d'originalité, bah Fairy Tail, c'est clairement pas le genre d'animé. Ouais, j'ai réussi à caler Fairy Tail dans une vidéo qui parle de Ghibli. C'est quand même une performance. Euh, Mais peu importe, la vidéo va bientôt s'arrêter. On va même s'arrêter maintenant et on va conclure cette vidéo en vous disant que ce film est à voir quand même, parce que c'est quand même Ghibli et que c'est cool de regarder un film du studio Ghibli, même s'il est pas, même s'il est pas ouf. Allez le voir quand même. Mais ne vous attendez à rien si vous le connaissez pas. Voilà, c'est ça que je vous dis. Et sur ce, on se retrouve évidemment la semaine prochaine avec le quatrième et ultime film Evangelion. Rebuild of Evangelion, le 3.0 plus 1.0 qui fait 2h35. Alors, cette vidéo, je vais la faire. Peut-être, il n'est pas totalement impossible que cette vidéo soit coupée en deux parties. Parce que, mon Dieu, ce qu'il y a des choses à dire. J'ai commencé à prendre quelques notes sur le film déjà. Il y a un sacré pavé qui nous attend. Donc peut-être que, à moins de faire une vidéo qui se rapproche pour être peut-être d'une heure, euh, on va peut-être faire deux parties de 30 minutes, ce qui rajouterait une autre vidéo Évangélion, parce qu'évidemment, l'héritage d'Évangélion, cette vidéo est toujours prévue. Et sur ce, je vais vous dire, à plus tout le monde.